Et là, on découvre quelque chose que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy-Lambert. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, appartient, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire, mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que vous voyez, ça, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler. Hein, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et kasher sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman qui est inexistant. Hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut avoir un impact politique? Cette affaire a toujours été politique de bout en bout et elle est faite pour avoir comme impact politique de faire peser sur l'ensemble des courants populistes français une suspicion de corruption et après va rebondir sur les affaires de prêts russes, etc. Tout ça est politique de A à Z. Comme impact immédiat, ça a été très bien dit par Éric Techner, relativement peu, parce que les Français, vu leur taux de confiance dans la vie politique, là où il y aurait un véritable impact, c'est par rapport à l'inéligibilité. C'est parce que le but, par rebond, de la neutralisation potentielle de Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle, c'est l'évolution du Rassemblement national, ses possibles divisions. En réalité, c'est une grande opération de discorde chez l'ennemi à laquelle participe la magistrature française. Ce ne sera pas la première, on rappelle l'affaire Fillon. Il y a eu quelques réactions internationales, assez étranges d'ailleurs, sur lesquelles je reviendrai, en particulier de la Russie et de la Hongrie. Alors, sur l'aspect de la démocratie, il y a quelque chose qui m'a quand même choqué. C'est que j'ai vu qu'il y a des gens qui aussitôt sont montés au créneau en disant c'est une attaque contre la démocratie, etc. Comme si le Front National, le Rassemblement National, étaient des adversaires de Macron. Enfin, je n'ai quand même pas rêvé. Qui est-ce qui a cassé la procédure de destitution de Macron? C'est Madame Le Pen. On peut pas dire que ce sont des adversaires. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont sauvé la mise de Macron. Je ne vais pas monter au créneau pour dire que c'est une attaque contre la démocratie. La vraie attaque contre la démocratie, c'est quand on voit un parti politique comme le mien, depuis 18 ans, totalement invisibilisé. On a 11 fois plus de vues cumulées que la télévision du Rassemblement national. J'ai vu aussi que monsieur Dupont-Aignan fait une comparaison avec la Roumanie. Je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec la Roumanie. Parce qu'en Roumanie, monsieur Georgescu, il a été écarté de l'élection présidentielle, mais on lui a pas reproché d'avoir détourné 3 400 000 euros. Alors, j'avoue que quand je vois ça, j'ai été un peu éberlué de voir la réaction du Kremlin. Je vois que le Kremlin, paraît-il, par la bouche de M. Dimitri Peskov, a dit que c'était une attaque contre la démocratie, et c'est ça. Je trouve il devrait faire une meilleure analyse de la situation française. Pareil pour Viktor Orban également, de Hongrie, qui a fait les mêmes déclarations. Il devrait s'intéresser un petit peu davantage. Vous devez voter au premier tour pour le candidat capable de battre Édouard Philippe. Est-ce que vous connaissez, en votre âme et conscience, compte tenu des capacités, de l'expérience professionnelle, de l'antériorité, etc., est-ce que vous connaissez un meilleur candidat pour battre Édouard Philippe que moi? Réfléchissez. Vive la République et vive la France.
J'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans. Moi j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible. Salut, c'est Maurice de Simili Queer et je suis à la Pride pour parler avec vous de vos coming out. Du coup j'ai fait mon coming out à 15 ans et je l'ai fait par courrier à mes parents que j'ai laissé dans la boîte aux lettres. Il y a 2-3 ans que j'ai compris que j'étais ace et là tout récemment que j'ai compris que j'étais aro-ace et je suis aujourd'hui encore en train de questionner quel genre j'ai. Je pense que je suis gender fluide, mais c'est encore à voir. J'ai fait mon coming out proprement dit à 19 ans, mais je ne vivais pas vraiment ça parce que dans mon pays, proprement dit, c'est interdit en fait. Je suis arrivé en France et là, j'ai juste envie de profiter et de vivre en fait. Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans pour ma mère et je devais en avoir 17 quand j'étais déjà mon père. Et c'était mieux avec ma mère qu'avec mon père, mais ça va. Mon premier coming out, c'était mon coming out lesbien et je l'ai fait à genre 15 ans. Mais du coup, mon deuxième coming out, c'était à mes 17 ans. Donc du coup, coming out trans, homme trans. Du coup, moi j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie, vu que j'ai eu le premier d'abord où j'avais dit que j'étais homo. Et ensuite j'ai eu le coming out trans genre, donc en 2020, en octobre. Alors mon premier coming out que j'ai fait, c'était sur la bisexualité et c'était quand j'avais 13 ans, mais j'étais pas sûre de moi. Mais mon vrai coming out lesbienne, celui-là que je suis aujourd'hui, c'était vers l'âge de 14 ans, 15 ans. Pour le coming out, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire parce que j'ai la chance d'avoir grandi avec une maman qui m'a toujours expliqué que ça n'avait pas d'importance, que je ramène un homme ou une femme à la maison. Donc j'ai même pas eu besoin d'expliquer en fait, tellement c'était naturel et spontané. Donc j'ai pas eu de moment en fait coming out parce que j'ai une mère exceptionnelle. Mon premier coming out, c'était à 14 ans. En tant que bisexuelle. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible, mais je l'assume quand même et je suis comme là et je soutiens la cause. Retailleau, vous savez comment je l'appelle? Monsieur 3. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous rappelez d'une émission de télé il y a 20 ans où il y a un célèbre animateur qui faisait des jeux d'interville ou je sais pas quoi, où on posait des questions à des villes pour qu'ils gagnaient, et il a été viré du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'il avait truandé en donnant les réponses aux représentants de la ville où il était. Et donc, pour donner la réponse, il y avait 3 possibilités de réponse quand il posait les questions. Quand c'était la réponse 1 qui était bonne, il faisait 1 avec son pouce sur sa jambe. Quand c'était la réponse 2, il faisait 2. Et quand c'était la réponse 3, ça faisait 3. Et il s'est fait gauler un jour parce qu'on a vu qu'il faisait 3 avec ses doigts, qu'il les mettait là, et que donc la personne en face répondait à la question numéro 3. Et ben, le nom de la personne qui répondait à la question numéro 3, c'était Monsieur Retailleau, qui donc faisait partie de la tricherie, qui donc faisait partie de la supercherie. Et ça, les gens ont vite oublié. Mais il était élu, Ah bah oui, c'était le second de Monsieur De Villiers. Ouais, c'est ça. Et Monsieur De Villiers voulait absolument que le Puy du Fou gagne ces jeux télévisés à la télé. Et moi, depuis, je l'appelle Retailleau 3. Les gens ont oublié, mais pas moi. La faculté que j'ai, c'est justement de garder dans ma tête tous ces petits détails anodins qui sont des tâches sur la vie de nos élus qui veulent être propres. Et Monsieur Retailleau, d'ailleurs, a touché les chocolats aussi, du Sénat. Et lui, il a été plus intelligent que les autres parce qu'il a appelé ça des remboursements. Donc il a fourni quelques justificatifs. Papa. Mais c'était comme de l'argent qu'il ne devait pas toucher. Plusieurs se demandent, vous savez, c'est la question de Lénine, mais traduite dans les circonstances, que faire? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant un instant. Vous êtes aux affaires et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Ben, il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, ben, il faut le mieux, c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Eh ben, écoutez.
Je gagne plus que le salaire médian, je gagne plus que des gens qui ont 15 ans de carrière dans leur métier. Moi, je suis dans un métier qui rémunère assez bien l'audit. En expertise, je serais moins rémunéré, mais en audit, non, je suis très très bien rémunéré. Après, on fait beaucoup d'heures. C'est le jeu. Il y a des métiers comme ça qui rémunèrent bien, mais ça demande des sacrifices. Cette semaine, j'ai fait une semaine à plus de 50 heures, presque à 60. Je bossais, j'avais madame à la maison. Je lâchais le PC à 20h, je rentrais de chez le client parce qu'on se déplace en clientèle beaucoup en fait. Je mangeais avec elle et à 22h, elle se couchait, je recliquais jusqu'à minuit. Ça arrive, le métier l'oblige, que je suis cadre. On est attendu sur nos résultats. On doit fournir une quantité de travail, surtout en ce moment en période fiscale. C'est le jeu, c'est le métier, mais moi j'adore ce que je fais et du coup je suis pas forcément frustré. Moi j'ai des managers qui ont des enfants et après ça devient presque incompatible en fait en fonction de ses choix de vie avec une vie de famille. Aujourd'hui je gagne du coup 2500 avant impôt. Du coup après les impôts, t'enlèves vite 200, 300 euros en net, hein, ça dépend après du taux du coup qu'on met en passe en prélèvement à la source. J'estime gagner suffisamment pour mon âge parce que j'ai quand même, j'ai fait un master en alternance. C'est un métier qui est très hiérarchique donc on monte des grades tous les ans. On a des belles augmentations. Alors vous avez dans la personne qui explique les événements au Proche-Orient, l'élément qui n'est jamais cité, je pense par exemple aux travaux de Youssef Indy, qui dit des choses tout à fait justes, mais qui ne dit pas la chose essentielle. Il est vrai aussi qu'il me l'a dit, il n'a pas lu les carnets complets de Herzl en entier, mais il est musulman, il défend la Houma, bon, en tant que musulman il est logique, mais il oublie de dire que l'élément de base dans le sionisme, c'est pas la haine de l'islam, c'est le rejet du catholicisme. Et évidemment, s'il disait ça, encore, je le dis d'autant plus que les carnets complets de Herzl sont très clairs en ce domaine, mais s'il disait ça, ses idées se casseraient la figure, puisque pour lui c'est l'islam. Mais non, l'islam est un outil plutôt pour les sionistes. Les élites juives, sauf exception, ont toujours méprisé les musulmans, ils ont toujours méprisé les caravaniers. Lorsque Herzl parle de la zone, donc de la Palestine, à l'époque sous occupation ottomane. Alors je ne sais plus si dans ses carnets complets, dans son livre d'Ayunstadt, l'état des Juifs, il parle de cette région, de cette zone géographique en disant cet endroit donc sous occupation musulmane, cet endroit flétri et pestiféré. Bien comprendre que lorsqu'on lit les carnets complets de Herzl, il n'y a qu'un seul ennemi, le catholicisme.